hungry arms, wild, hungry arms. Give me all the love I need. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau format de vidéo que j'ai décidé de baptiser les retours sur, car c'est un format qui va me permettre de revenir sur des films sortis il y a déjà quelques temps, et donc de revenir sur des coups de cœur ou des coups de gueule cinématographiques. Et je commence donc aujourd'hui avec le film Whiplash, sorti donc fin 2014, qui a vraiment été pour moi une révélation, un vrai coup de cœur cinématographique dès le premier visionnage, que je vous encourage à voir très fortement. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage à le voir avant de visionner cette vidéo, parce que forcément je vais spoiler énormément et parler vraiment du film dans son intégralité. Donc si vous ne l'avez pas vu, profitez-en, visionnez-le, savourez le film qui est vraiment excellent pour moi, et ensuite vous pouvez revenir voir cette vidéo. Pour vous présenter le film en quelques mots, on va donc suivre Andrew Neiman, un jeune batteur de jazz extrêmement talentueux et ambitieux, qui souhaite devenir l'un des plus grands batteurs de sa génération. Pour cela, il va donc entrer au conservatoire Schaeffer, la meilleure école de musique du pays, des États-Unis donc, et donc forcément l'une des meilleures écoles de musique du monde. Et dans cette école, il souhaite arriver à impressionner le professeur Terence Fletcher, qui est pour lui le meilleur professeur de cette école et qu'il considère presque comme un dieu. Tout au long de ce film, on va donc assister aux confrontations entre ces deux hommes passionnés qui recherchent avant tout l'excellence. Au niveau du casting, il n'y a pour moi que deux acteurs à présenter parce qu'il s'agit d'un duel, vraiment d'un combat entre ces deux personnages. Tous les autres personnages dans ce film ne sont qu'annexes, ils ne sont là que pour justement amener ces deux personnages à entrer en confrontation. Nous avons donc d'un côté Miles Teller, un acteur que l'on a pu voir dans la saga Divergente, dans le reboot des 4 Fantastiques ou encore dans le très récent et très sympathique War Dog. Cet acteur incarne donc à l'écran Andrew Neiman, l'acteur qui sera donc l'élève à la batterie. Et de l'autre côté du ring, on va donc retrouver J.K. Simmons, un acteur que l'on a déjà pu voir dans le film Juno ou encore dans la saga Spider-Man, mais qui a également participé au court-métrage Whiplash qui a permis d'obtenir le financement pour le film. Il incarne donc dans celui-ci le professeur Terence Fletcher, un professeur dur et implacable qui essaye toujours d'obtenir le meilleur de ses élèves. Les deux acteurs incarnent leur personnage à la perfection, il n'y a vraiment aucune fausse note dans leur prestation tout au long de ce film, et c'est d'autant plus surprenant que le film a été tourné en seulement 19 jours, la faute à un budget extrêmement bas de seulement 3 300 000 $. Alors je sais, vous allez me dire 3 millions c'est quand même une sacrée somme pour faire un film, mais quand on connaît le budget des autres films, franchement 3 millions c'est rien du tout. Et c'est du coup vraiment très surprenant d'arriver à faire un film aussi magnifique que Whiplash avec seulement 3 millions. Je pense qu'il y a énormément de réalisateurs qui devraient s'inspirer justement de ce genre de film qui arrive à donner énormément d'émotion, énormément de qualité de travail avec seulement 3 millions de budget. C'est sûr, c'est de l'argent, mais ça n'a rien à voir avec les millions et les millions que peuvent représenter des films comme Avengers. Alors oui, c'est pas du tout le même genre de film, mais Avengers, c'est 300 millions de budget. Et là, on est avec 3 millions et on arrive à faire un film qui est vraiment intéressant. Comme autre comparaison, je pourrais faire par exemple Camping 3 qui a quand même demandé 15 millions de budget. Ce qui est quand même 5 fois le budget de Whiplash. Mais comment un film peut demander autant d'argent et être aussi mauvais alors que Whiplash arrive à être aussi bon et aussi juste avec seulement 3 millions. Le film ouvre donc sur la première rencontre entre le professeur et son futur élève, un moment très fort du film qui va donc poser directement les bases de leur relation. Andrew ressent donc une admiration mêlée de crainte et de respect envers son professeur, et le professeur, lui, ne se contente que de rabaisser et d'humilier un élève qui, d'après moi, il considère déjà comme prometteur. Et ce qui est intéressant dans ce film, c'est que l'histoire se concentre sur la relation entre ces deux personnages. Un jeune homme sans cesse rabaissé par son professeur en qui il voit un mentor, et un professeur qui a voué l'ensemble de sa carrière à pousser ses élèves toujours plus durs pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes et qu'ils arrivent à leur meilleur niveau. Une technique d'enseignement qui plus tard lui coûtera sa place, mais qu'il estime indispensable dans un milieu artistique. Il estime qu'il faut toujours plus pousser ses élèves pour les amener à se révéler et les amener à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est là tout le sujet du film, on ne parle pas vraiment d'un batteur de jazz dans le fond, on parle d'un professeur extrêmement dur avec son élève, extrêmement ambitieux et qui l'aide à atteindre le niveau qu'il souhaite atteindre, tout simplement. Ce film et cette idée donc aurait pu être adapté à n'importe quelle profession un minimum artistique, comme la cuisine, la peinture, la photo, le dessin, etc. Tous les milieux artistiques sont durs, tous les milieux artistiques demandent de la rigueur si on veut atteindre le meilleur niveau, et donc un professeur dur permet de pousser l'élève toujours plus loin dans ses retranchements pour atteindre le niveau qu'il souhaite. Et là, dans ce film, on parle de ça. On ne parle pas vraiment de batterie ou de jazz. On parle de cette relation entre le professeur et l'élève. On a ensuite un plan sur la ville qui est filmé de façon très sombre et angoissante avec un filtre vert sur l'image
Et tout de suite après, le personnage donc d'Andrew rentre dans le cinéma, et là la couleur change, on passe sur du jaune orangé, qui nous exprime vraiment très bien le côté chaleureux de cet endroit pour lui. C'est dans cet endroit donc qu'il rencontre Nicole, une jeune fille qui sert le popcorn, et qui lui sourit quand il passe devant elle. Et du coup, forcément, on s'imagine une histoire qui va naître entre ces deux personnages. On assiste donc ensuite à une scène entre Andrew et son père, qui nous montre vraiment leur relation un petit peu difficile, avec le passage où Andrew met donc des raisins secs sur le popcorn, raisins secs qu'il ne mange pas par la suite, et que son père ne comprend pas vraiment son fils parce qu'il fait ça. Et du coup, moi je vois ici l'incompréhension du père par rapport à son fils. Dans la scène qui suit, on va donc découvrir l'importance du professeur Terence Fletcher pour l'ensemble des élèves. Jusque-là, on pensait que seul Andrew le voyait comme un dieu, alors que là, on se rend compte dans cette scène que tous les élèves l'admirent et le craignent en même temps. La scène est très belle parce qu'on choisit de mettre le personnage à peine visible donc derrière une porte, et du coup ça fait vraiment monter le niveau du personnage d'un cran. Et c'est une très grande force du réalisateur Damien Chazelle, qui du coup réussit toujours le tour de force de ne pas nous expliquer les choses. Il se contente de mettre des plans qui en disent extrêmement longs et il n'y a pas besoin d'explication par-dessus. À aucun moment il n'explique au spectateur ce qu'il voit, parce que les plans utilisés suffisent à faire comprendre au spectateur. Il n'y a pas besoin d'ajouter par-dessus un personnage qui va donc expliquer la situation. Comme on peut très bien le voir dans la scène où Andrew écoute un CD, on comprend immédiatement que c'est son idole, on comprend immédiatement qu'il écoute ce qu'il considère comme le plus grand batteur de tous les temps. C'est logique, ça crève les yeux. Il n'y a pas besoin d'explication par-dessus, et c'est très bien de ne pas le faire, parce que pour une fois, on ne prend pas le spectateur pour un idiot. Bon alors après, je suis un petit peu choqué quand même que Andrew écoute son idole sur un poste à 20€. Je pense que quand on est un minimum mélomane, on se permet quand même de s'acheter une chaîne hi-fi d'un peu meilleure qualité pour écouter son idole. Je trouve ça un peu surprenant quand même et pas toujours très logique, mais bon, enfin c'est vraiment un tout petit détail du film, c'est pas ça qui va enlever à la qualité du film. Andrew est ensuite recruté par le professeur Fletcher, qui se montre encore plus dur et encore plus impitoyable que ce qu'on avait pu imaginer. Il est vraiment tyrannique et c'est vraiment impressionnant de le voir parler comme ça aux élèves, mais en même temps c'est sa façon de penser, c'est comme ça qu'il pense en tirer le meilleur. Dans cette scène, on ressent également extrêmement bien la joie dans le sourire et les yeux d'Andrew. Et dans la scène qui suit, il va donc prendre son courage à deux mains et aller inviter Nicole à dîner. Et c'est là que le réalisateur fait très fort en enchaînant tout de suite ces deux scènes qui nous montrent bien que Andrew a gagné une énorme confiance en lui en étant accepté par le professeur Terence Fletcher qu'il considère comme un dieu. Et du coup, il trouve le courage d'aller inviter Nicole. Et c'est grâce à l'acceptation de Fletcher qu'il trouve le courage d'inviter Nicole. Parce que peut-être que Nicole, il est passé devant elle des dizaines et des dizaines de fois sans trouver le courage de l'inviter, mais là, aujourd'hui, il trouve le courage de le faire. Parce qu'il a été accepté par le professeur Fletcher et que pour lui ça veut dire qu'il vaut quelque chose. Le réalisateur ne se contente pas de nous montrer Andrew sautant de joie à la sortie de la classe, il nous montre ça de manière beaucoup plus fine donc avec cette invitation à dîner. Et c'est vraiment superbe pour moi. C'est très important ce genre de détails parce que ça fait qu'un film est bon. Bon alors après je ne vais pas vous le cacher, pour moi le plus gros défaut du film c'est les retards répétés du personnage qui ne sont là que pour desservir le scénario. Parce que j'estime que quand on a un rendez-vous avec l'homme qu'on considère presque comme un dieu et qui en plus de ça nous a dit sois ponctuel, on n'arrive pas en retard. On met 4 réveils, on n'a pas de panne de réveil, ça n'arrive pas dans la vraie vie ce genre de choses. Qu'on soit en retard à un endroit où on ne veut pas aller, des partiels, n'importe quoi, j'en sais rien, pourquoi pas, mais là c'est son rêve. Il en rêve depuis toujours d'arriver dans cette salle de classe. Depuis le jour où il a pris pour la première fois en main des baguettes de batterie, son rêve c'est d'en arriver à ce niveau-là. Et là, il se réveille pas. Moi je pense dans la vraie vie, il aurait surtout pas pu dormir de la nuit et il serait arrivé à l'heure à son rendez-vous. Enfin, c'est pas logique du tout et c'est là vraiment que pour desservir le scénario. Et ça me gêne un petit peu. Et nous voilà à présent face à la toute première répétition du professeur Fletcher, qui est encore plus tyrannique que ce qu'on aurait pu le croire. Il est vraiment impitoyable avec ses élèves, il les insulte en permanence, mais encore une fois, c'est pour les pousser à donner le meilleur d'eux-mêmes. Je me coltine ton gros cul depuis trop longtemps, Metz. J'ai pas envie de perdre une compétition parce que tu penses davantage à 1 puis 1000 qu'à suivre la partoche. Il se dégage de lui lors de cette scène autant de force et de puissance que l'on a pu voir dans Full Metal Jacket avec le sergent Hartman. Combien tu mesures, deuxième pompe? Chef, 1m75, chef! 1m75, jamais vu un tas de merde aussi haut que ça! Il hurle sur ses élèves en permanence, les punchlines sont toutes efficaces, elles marchent toutes très très bien, et franchement ça fait de lui un personnage ultra puissant, ultra badass. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, Je 3, fonce 4. ou je traîne? Vous foncez. Donc tu l'entends la différence? Il se dégage de cette scène une violence infinie, on ressent vraiment que le personnage d'Andrew déteste plus que tout son professeur, mais en même temps il l'admire tellement qu'il ne peut se permettre de lui répondre.
Il espère continuer à apprendre de cet homme, et on le ressent au travers du regard d'Andrew, que quelque part il est presque reconnaissant que le professeur soit aussi dur avec lui. Il travaille dur, il voue sa vie à la batterie, et on le voit très bien dans la scène où il saigne pendant son entraînement. Alors certes, il aurait pu porter des gants, mais il était important que cette scène nous montre vraiment la douleur mentale et physique du personnage, pour nous montrer à quel point pour lui c'est dur. Et surtout cette douleur physique est là pour aider le spectateur à ressentir toute la force et la détermination d'Andrew. On assiste ensuite donc au premier rendez-vous entre Andrew et Nicole, où je tiens à noter ce superbe plan qui ne dure certes que quelques secondes, avec les deux pieds des personnages qui se frôlent. Parce que du coup, ce plan en dit énormément. Il n'y a pas besoin de faire parler les personnages, il n'y a pas besoin qu'ils se disent « je t'aime » ou ce genre de choses. On comprend tout avec les pieds qui se frôlent, la caméra qui remonte, on voit le sourire de Nicole et ça y est, tout est dit. Ça suffit, il n'y a pas besoin de prendre le spectateur pour un idiot et de tout lui raconter, de tout lui expliquer. On a compris, il se passe quelque chose entre eux et c'est beau, c'est tout, il n'y a pas besoin de dire plus. Alors certes, un public qui n'est pas à 100% concentré sur le film peut passer à côté de ce plan et de l'intérêt qu'il a, parce que forcément c'est un plan très court mais qui a énormément d'importance. Mais en même temps, je pense que ce n'est pas au réalisateur de tout nous expliquer, je pense que c'est également au spectateur de suivre le film et de comprendre ce qui s'y passe. Bon alors après, il y a la scène où les partitions disparaissent, qui est vraiment très largement ouverte à l'interprétation, parce qu'on peut supposer que par exemple le professeur a caché les partitions pour que Andrew progresse plus vite sans avoir à lui dire qu'il le trouve bon. On peut penser que Andrew les a cachés pour avancer et progresser plus vite dans la classe du professeur qu'il admire. On peut penser que Tanner les a lui-même dissimulés parce qu'il craque sous la pression du professeur. On peut également supposer que c'est effectivement un concierge ou une école rivale qui les a fait disparaître pour que l'école se plante. Enfin, on peut penser et imaginer énormément de choses, mais dans tous les cas, la question reste entière. À la fin du film, on ne sait pas, on n'a pas vraiment d'explication à apporter à ça. Oui, c'est un problème médical. Un problème médical? Mais attends, t'es musicien ou tout bip? Putain, va jouer cette musique! Je peux pas, je peux. Mais si vous voulez mon avis, pour moi c'est le professeur qui cache les partitions pour faire progresser son élève plus vite sans avoir à lui dire qu'il le trouve bon. Par la suite, la pression est toujours plus grande, Andrew travaille toujours plus dur, il en vient à se séparer de sa famille, à se séparer de Nicole, et il voue vraiment toute sa vie à la musique et à son ambition. Alors, je vais continuer de poursuivre ce que je poursuis. Et comme je vais faire ça, ça va me prendre de plus en plus de temps. Et je pourrai plus passer autant de temps avec toi. Il veut marquer le monde et il est prêt à tout perdre pour ça. Et vraiment, c'est très bien porté à l'écran dans ce film parce qu'on s'imagine à la place de ce jeune homme et on s'imagine arriver facilement à faire les mêmes choix que lui. Parce que du coup, il cherche plus que tout à impressionner son professeur et il ne vit plus que pour ça. On assiste ensuite à la scène la plus émouvante du film où le professeur Fletcher explique que l'un de ses anciens élèves est mort très récemment. Je n'ai mort hier. Un accident de voiture. C'est vraiment un moment très touchant du film qui marche très très bien pour moi. Et par la suite, on pense que le professeur donc passe ses nerfs sur ses élèves en faisant concourir les 3 batteurs pour avoir la place donc de batteur titulaire dans son groupe. Qu'est-ce que tu cherches, bordel? Y a pas de chaudron plein d'or. Quoi, tu règles le tabouret, sans blague? Ah, c'est donc ça ton problème depuis le début, la hauteur du siège? Bon, maintenant on peut y aller, t'es prêt? Et ils se battent plus dur que jamais, il est infernal avec ses élèves, il les pousse vraiment jusqu'à la limite extrême, il essaye vraiment de les briser et de leur faire sortir tout ce qu'ils ont. Et on verra donc tout de suite après que c'est malheureusement ce qui finit par arriver, à force de toujours pousser Andrew plus loin. En plus de ça, Andrew, comme d'hab, il a pas de chance, il rate le bus il crève, etc., etc. Toujours des problèmes pour lui, il est jamais à l'heure ce gars-là. Dans tous les cas, il arrive à la bourre, il perd sa place, il se rue sur son professeur, il est en colère comme jamais, il le déteste plus que tout, et il choisit même d'arrêter la batterie tellement il est touché par les événements. Suite à ce moment très difficile et poussé par son père, Andrew va ensuite témoigner contre son ancien professeur, car du coup, il apprend que son ancien élève n'est pas mort dans un accident, mais il s'est suicidé en partie à cause des pressions imposées par le prof. Et du coup, Andrew est quand même très touché par ça, forcément, même s'il estime énormément son professeur, il estime qu'il lui a également fait beaucoup de mal, et du coup, il décide, tant pis, d'accepter de témoigner. Le professeur sera par la suite licencié, ce qui va être très dur pour lui, forcément c'était toute sa vie son école. Quelques temps plus tard, Andrew retombe par hasard sur le professeur Fletcher qui lui propose une place de batteur pour le prochain concert qu'il va donner, et Andrew finit forcément par accepter parce que le professeur a d'excellents arguments qui lui expliquent que le terme de travail convenable ne devrait pas exister, que c'est pour lui la pire chose au monde, parce que du coup les professeurs qui ne poussent pas leurs élèves, qui se contentent de leur dire qu'ils ont fait un travail convenable, ne les aident pas du tout, parce que ces élèves n'ont pas besoin d'impressionner qui que ce soit et qu'ils se
se contentent de se dire j'ai fait un travail convenable. Mais effectivement, si on leur avait dit qu'ils étaient mauvais, qu'ils pouvaient faire mieux, qu'il fallait qu'ils se battent, qu'il fallait qu'ils se défoncent et qu'on les avait insultés, ben peut-être ils se seraient battus, peut-être ils auraient donné plus et peut-être ils auraient réussi. Alors certes, on ne peut pas vraiment être du côté de Fletcher parce que ses méthodes sont vraiment tyranniques et que c'est vraiment pas normal de parler comme ça aux gens, mais en même temps, il pousse ses élèves à se surpasser et grâce à lui, certains élèves réussissent. Andrew retrouve donc la foi et la confiance en son ancien professeur, il retrouve l'envie de faire de la batterie, il ressort tout son matos et il se remet à s'entraîner. Et je note donc au passage forcément le plan superbe avec donc le timbre qui vient se plaquer à la caisse claire, vraiment magnifique. C'est certes encore une fois un petit détail de réalisation, mais du coup il y a énormément de plans comme ça qui sont très beaux, on cadre très souvent de beaux plans sur la batterie, et ça c'est important parce que du coup on parle quand même de batterie dans ce film, et c'est vraiment bien d'avoir de superbes plans dessus et de montrer le côté beau et artistique et magique de cet objet. Bon alors après je pourrais reprocher à la dernière scène du film, lors du dernier concert, lorsque Fletcher a soulevé sa vengeance, que Andrew fait vraiment un peu trop n'importe quoi sur sa batterie. Parce que effectivement il n'a pas le morceau, effectivement il ne connaît pas la partition, mais de là à faire à ce point là n'importe quoi, c'est pas très cohérent. Un batteur de son niveau devrait pouvoir improviser sur presque tout. Et là, il fait vraiment n'importe quoi. Il tape n'importe où, n'importe comment, et on n'y croit pas du tout, c'est pas réaliste une seconde. Alors certes, c'est pour faire comprendre à un public qui ne s'y connaît pas trop en musique, qu'il se plante et qu'il fait n'importe quoi, mais c'est un petit peu poussé quand même et je trouve que ça ne marche pas super bien. Malgré son échec, Andrew n'abandonne pas et défie son ancien professeur dans ce tout dernier duel qui sera donc également le premier que Andrew va remporter. On a droit à ce moment-là à de superbes plans sur la batterie avec un batteur qui donne tout ce qu'il a en lui et qui cherche à prouver vraiment qui il est au travers du solo qu'il entreprend. Je note aussi forcément le superbe plan de caméra qui passe donc très vite du batteur au professeur, au batteur au professeur, alors qu'on aurait pu choisir un simple champ contre champ avec deux caméras. Là on choisit de faire tourner la caméra très vite d'un personnage à l'autre et ça marche vraiment parfaitement bien. C'est superbement bien réalisé, les personnages sont nets à chaque fois, il n'y a aucun problème, c'est magnifique. Vraiment un très très beau point de réalisation. Et je trouve du coup qu'avec ce choix de réalisation, on a vraiment l'impression d'être au cœur d'un match de boxe entre les deux personnages. Parce que du coup la caméra ne coupe pas et du coup on voit vraiment le visage des deux personnages qui s'enchaînent, qui se détestent mais en même temps qui s'admirent et c'est vraiment très très fort. Et en arrivant à la fin du film, on remarque que malgré la haine que Andrew a pu ressentir pour son professeur, on revoit de la gratitude dans ses yeux parce qu'il est enfin au niveau qu'il a toujours voulu atteindre. Et on voit également de l'admiration dans le regard du professeur et ça c'est vraiment magnifique. Parce que c'est à ça que le film devait amener et je trouve que les personnages et les acteurs le jouent parfaitement à la fin et c'est superbe. Voilà, donc pour conclure, comme vous l'avez compris, j'ai trouvé que le film Whiplash était vraiment exceptionnel. En seulement 19 jours de tournage et 3 millions de budget, arriver à faire ça, c'est vraiment bluffant. Les acteurs sont fabuleux, la réalisation est très intéressante et très novatrice et vraiment très très belle. La BO est superbe, forcément, c'est un film sur la musique, dont la BO se doit d'être bonne et elle l'est. Enfin, franchement, presque aucun reproche à faire. Pour moi, c'est un quasi sans faute. Le film est exceptionnel. Je l'ai vraiment adoré. Je vous encourage très largement à le voir et à le partager autour de vous. Pour moi, c'est un vrai tour de force et un vrai coup de cœur cinématographique. Je reverrai ce film des dizaines de fois sans problème. Je l'ai vraiment trouvé excellent. Voilà, c'est tout pour ce retour sur. Donc, vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires ou sur ce que vous avez pensé de ce nouveau format ou du film. On se retrouve très bientôt pour une prochaine critique. En attendant, pensez à vous abonner et à partager. À bientôt. Ciao! And I have no trips about it. And these played out faces around me, I want you to know where they